Salut internet, nous c'est Statistique. Et je vous rassure tout de suite, on n'est pas aussi chiant que les maths. On fait de courtes vidéos sur plein de chiffres en tout genre, sur des thèmes divers et variés comme l'espace, la nourriture ou encore la drogue. On est un sacré numéro. Allez, on vous laisse avec Doc. Merci les mecs. En effet, leur chaîne est plutôt sympa, hein. Si vous aimez mes épisodes de faits surprenants, vous allez forcément aimer ça. J'ai toujours été passionné par l'archéologie, les pyramides de Gizeh, les statues de l'île de Pâques. Du coup, aujourd'hui, on va parler de sites archéologiques super cool, mais pas assez connus à mon goût. Tout le monde connaît Stonehenge, ce monument mégalithique qu'on trouve en Angleterre. Mais on trouve le même type d'agencement de grosses pierres en Bretagne. Et des grosses pierres, il y en a un paquet. Il faut aller à Carnac, dans le Morbihan, pour les voir. C'est simple, il y a plus de 4000 menhirs, dolmens et autres gros cailloux dressés. C'est très difficile de dater ces monuments, mais on estime qu'ils ont été érigés entre 5000 et 2000 avant Jésus-Christ. Certains alignements sont longs de plusieurs dizaines de mètres et sont constitués de centaines de menhirs. J'ai pas besoin de vous dire que chaque pierre pèse des tonnes, vous comprenez pourquoi c'était assez extraordinaire pour l'époque. À Carnac, on trouve aussi le tumulus Saint-Michel. Un tumulus, c'est une grosse butte faite de terre et de pierre qui surplombe une ou plusieurs tombes. On pense que ce tumulus date d'à peu près la même époque que les menhirs. Et au final, on n'en sait pas beaucoup plus sur le peuple qui a construit tout ce bordel, parce qu'on n'a trouvé aucune trace d'écriture ou de témoignage de l'époque. Pour ce site, on part en Jordanie. Pétra, c'est une ville antique très connue pour être construite dans la roche. C'est ce qu'on appelle une ville troglodyte. On estime qu'elle fut fondée par les Édonites au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et 200 ans plus tard, c'est les Nabatéens qui l'occupent. Pétra devient alors une plaque tournante du commerce au Moyen-Orient. Toutes les caravanes de marchandises passent par Pétra. D'ailleurs, on estime qu'à son apogée, la ville comptait entre 25 000 et 40 000 habitants. Et puis, en moins 63 avant Jésus-Christ, elle est conquise par l'Empire romain. L'économie commence à s'effondrer. Les Romains, ils créent pas mal de nouvelles routes maritimes, et du coup, il n'y a plus beaucoup de caravanes qui passent par Pétra. Et puis au 4e siècle, elle est convertie au christianisme et fait partie de l'Empire byzantin. Des tremblements de terre quelques siècles plus tard, une ville déjà très affaiblie, et voilà, Pétra est tout simplement abandonnée, et tombe dans l'oubli à l'époque moderne. Perso, je rêve de visiter l'endroit. Voici la ville de Xi'an, en Allemagne. Mais non, mais bien sûr que c'est en Chine. Bon ok, j'arrête l'humour, promis. Bref, à côté de cette ville, on peut trouver deux sites archéologiques qui font partie du même complexe. On a d'abord le tombeau de l'empereur... je vais arrêter d'essayer de prononcer ces noms. Et à 1500 mètres, la fameuse armée de terre cuite qui a été faite pour protéger le tombeau. Ce tombeau, il se trouve sous une énorme pyramide de terre. Et elle n'a pas encore été fouillée. Tout simplement parce que l'État chinois veut attendre la création de technologies qui permettront d'étudier la tombe sans l'abîmer. Il paraît d'ailleurs qu'elle est remplie de pièges à la Indiana Jones en mode fléchette cachée et trappe remplie de pics. On raconte aussi qu'en plus du corps de l'empereur, la tombe contiendrait les dépouilles de toutes les personnes qui ont assisté à l'enterrement, histoire que personne ne révèle ce qu'il y a dedans. Ainsi que 48 concubines enterrées vivantes avec l'empereur pour qu'il kiffe un peu au-delà, quoi, tu vois. Mais la chose la plus impressionnante sur ce site archéologique reste quand même l'armée de terre cuite, qui regrouperait 8000 statues de soldats à taille réelle. Ils ont tous des visages distincts, étaient tous peints et formaient une vraie armée. Il y avait des archers, des fantassins, des cavaliers, etc. Est-ce que vous imaginez le boulot pour faire un truc pareil? On estime que le chantier a duré 38 ans et employé plus de 700 000 ouvriers. Rien que ça. Angkor, c'est LE symbole du Cambodge. C'est une cité antique gigantesque. Elle fut pendant très longtemps la capitale de l'Empire Khmer, en gros du 9e au 15e siècle. Dans l'histoire, les gens qui y vécurent furent tour à tour de confession hindouiste, puis bouddhiste, puis hindouiste, puis bouddhiste, Du coup, on retrouve dans la ville des dizaines de temples aux architectures très variées. On retrouve des représentations de Bouddha, pas loin de représentations de Vishnu. Et c'est tout simplement magnifique. Le plus grand temple de la ville s'appelle Angkor Wat, et il est encore maintenant fréquenté par des moines bouddhistes. Ce temple est l'emblème du pays, à tel point que le drapeau du Cambodge est le seul pays au monde à avoir un bâtiment en plein milieu. Et ce bâtiment, c'est Angkor Wat. À son apogée, la ville comptait au moins 750 000 habitants. On pense que ce sont des raisons climatiques qui ont entraîné son déclin. La ville dépendait beaucoup de son système d'irrigation et d'approvisionnement en eau. Et les scientifiques émettent comme hypothèse que de longues périodes de sécheresse ponctuées par d'intenses pluies tropicales ont tout simplement tout déréglé là-dedans.
connaissez forcément Pompéi, cette ville italienne rayée de la carte en 79 après Jésus-Christ par une éruption du Vésuve. Mais connaissez-vous Herculanum? L'éruption en question n'a pas seulement détruit Pompéi, mais quelques autres villes aussi, et notamment Herculanum. Alors Pompéi, c'était un peu la grosse ville de la région, hein. Il y avait entre 12 000 et 15 000 habitants. C'était un haut lieu politique, enfin bon, tout l'inverse d'Herculanum quoi, qui était un petit village côtier d'à peine 4 000 habitants. Les fouilles montrent que c'était un village plutôt résidentiel, avec pas beaucoup de boutiques. Pour l'instant, seul un quart de la ville a été fouillé. Le reste se trouve sous la ville actuelle. Herculanum réserve donc encore beaucoup de surprises. D'ailleurs, du peu qui a été fouillé, Herculanum semble beaucoup mieux conservé que Pompéi. Pompéi étant plus loin du Vésuve qu'Herculanum, ses habitants sont surtout morts asphyxiés. Alors que les habitants d'Herculanum semblent être morts carbonisés par les coulées de lave qui ont suivi l'éruption. Bref, si un jour vous avez la chance de visiter Pompéi, n'oubliez pas de faire un petit détour vers Herculanum, ça en vaut vraiment le coup. On voyage encore et on part sur la côte sud-ouest du Pérou vers une civilisation étonnante. Le peuple Nazca a vécu dans la zone entre moins 200 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ. Faut savoir que cette zone est l'une des plus arides du monde, hein, et pourtant, ce peuple avait réussi à développer une agriculture intensive extraordinaire, à coups de puits très profonds et d'aqueducs souterrains, qui sont d'ailleurs encore utilisés par les peuples qui vivent sur ces terres à l'heure actuelle. Mais la chose la plus ouf à Nazca, c'est ça. Ça s'appelle un géoglyphe. En gros, c'est un dessin gigantesque tracé sur le sol et qui n'est visible que du ciel ou en se postant en haut d'une colline. Et des dessins comme ça, il en existe des centaines dans la zone. Et certains dépassent les 100 mètres de long. Ils représentent surtout des animaux comme le singe, le cétacé, le colibri ou encore le jaguar. Ouais, c'est un jaguar, cherchez pas. Alors on sait pas vraiment à quoi servaient ces dessins qui sont invisibles du sol. Certaines théories parlent de zones de rituels et de processions, d'autres de zones de tissage de fils sans fin qu'on utilisait pour les habits funéraires. D'autres encore parlent d'extraterrestres venus montrer au monde leur existence et annoncer l'invasion prochaine de notre système solaire. Enfin bon, toujours est-il que ces sites sont maintenant protégés et que pour les visiter, il faut des autorisations et des chaussures spéciales. Oui, on vous impose des chaussures spéciales pour pas abîmer l'endroit. Newgrange, c'est l'ovni du top. Je ne connaissais absolument pas l'endroit avant de commencer les recherches pour cette vidéo. Newgrange, c'est ça. Ce site se situe en Irlande. Il s'agit d'un tumulus. Je vous rappelle, un tumulus, c'est une espèce de petite colline de terre et de pierre construite au-dessus d'une sépulture. Le truc dingue avec le tumulus de Newgrange, c'est son âge. On pense qu'il date de moins 3200 avant Jésus-Christ. C'est 600 ans avant les grandes pyramides de Gizeh. Au centre, il y a une grande chambre mortuaire. Et selon la société qui gère le site, tous les ans, le jour du solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année, au lever du soleil et pendant 15 minutes, un rayon lumineux pénètre directement dans la chambre centrale. Et si vous voulez être parmi les heureux élus qui assistent à ce phénomène, il faut participer à un tirage au sort qui a lieu tous les ans. C'est pas gagné. Bon, par contre, c'est scientifiquement peu probable que ce phénomène dure aussi longtemps pendant un seul jour. Mais dans tous les cas, les constructeurs étaient de véritables génies. Avant de conclure, je voudrais juste remercier Gameloft qui sponsorise cette vidéo en vous parlant d'un de leurs jeux que je trouve vraiment sympa. Il s'appelle March of Empires et je trouvais qu'il était bien adapté à la vidéo puisque en gros vous devez contrôler des civilisations. Voilà, vous avez 3 civilisations et que vous pouvez choisir. Moi j'ai choisi les Tsars du Nord. Et bon, vous avez le choix aussi avec les sultans du désert ou les rois des hauts plateaux qui sont plutôt cool aussi. Bon, alors là tiens, je vais aller dans ma caserne. On va entraîner quelques cavaliers. Tiens, c'est pas mal ça, on va faire quelques petits cavaliers. Bim. Voilà, 15 minutes à attendre, ça va aller rapidement. En attendant, je crois qu'on a des quêtes à faire, j'en suis même sûr. Donc voilà, j'avais amélioré la caserne au niveau 3 et le château au niveau 4, donc hop, on récupère, et hop, on récupère. Bon, bien sûr, qui dit gestion d'empire dit frapper un peu sur des ennemis. Donc on va voir un peu la carte qu'il y a. Voilà, alors ça c'est ma ville. Oui, je me suis appelé Doc, t'es beau, et alors? Je ne fais aucun jugement. Non, attends, on va en trouver un à défoncer là. Voilà, le petit Reza là, bingo, attaqué. Allez, bing. C'est parti. Oh là là, on y est presque. Mais par contre, je ne sais pas s'il était un niveau inférieur ou supérieur à moi, donc je ne sais pas si je vais gagner. Ah. C'est une défaite. D'accord. Je me suis fait défoncer. C'est pas grave du tout, je vais reconstruire mon armée tout de suite. Voilà, c'est un jeu plutôt sympa, hein, si comme moi vous aimez ce genre de jeu de gestion et de civilisation, et j'ai trouvé qu'il se prêtait bien à la vidéo. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est facile, il suffit de cliquer sur le bouton là. Vous êtes sûr de pas louper la prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus de défoncer sa mère au pouce bleu, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.